plusieurs types de pisciculteurs dans ce domaine-là? Ah, tout à fait. Déjà, au niveau des études, à la base, on est très très vaste. C'est très très vaste puisque quand vous faites des études de pisciculture, on vous apprend aussi bien les espèces d'eau douce que d'eau de mer, y compris les algues, les coquillages, et tout ce qui peut être élevé. Donc après, vous vous professionnalisez, vous choisissez votre profession par la suite par rapport à quelque chose qui est très très vaste. Ça, c'est une chose. Après, dans les types de pisciculteurs qui nous concernent, on va dire pour les piscicultures d'étang, on va dire on peut classer en 3 catégories de pisciculteurs. Vous allez avoir les pisciculteurs qui vont être sur des grandes zones de production qui existent depuis très très longtemps et qui font énormément de pêche d'étang. Donc ils font de la collecte principalement. Et puis après vous allez avoir le pisciculteur qui lui va être hors zone de production. Donc les grandes zones de production françaises, vous avez donc l'est de la France, vous avez les Dombes, vous avez la Brenne qui est très proche de nous, vous avez la Camargue, j'en oublie une. Donc au bout du compte, sorti de ces grandes zones de production, vous avez aussi des pisciculteurs qui sont un petit peu partout en France, qui eux vont venir s'approvisionner principalement chez ces grosses structures. Donc ils vont avoir besoin de marchandises et ils vont revendre à toute la clientèle locale. Donc par exemple dans ton département il y en avait un qui avait une toute petite pisciculture mais qui vendait à un fort tonnage, mais tous les matins il venait avec son camion, donc il avait son camion, son épuisette, ses caisses, il prenait la quantité de poissons qu'il avait besoin et il allait revendre directement à ses clients, au client final. Donc c'était un intermédiaire, donc il choisissait le poisson. Et après vous avez les pisciculteurs qui font le tout comme moi, c'est-à-dire qu'on a notre propre client qui fait la production. On achète le poisson chaque année, ou alors sur des étangs que nous on a en location, on fait notre production, et puis après on recommercialise directement. C'est-à-dire qu'on évite les intermédiaires. Alors, on marge plus évidemment, mais ça fait aussi beaucoup plus de travail parce que le poisson qu'on achète, eh bien, il faut aussi aller le livrer, et vous ne pouvez le livrer qu'en ayant une base de stockage momentanée de toutes les espèces. On parlait de pisciculture aussi sur tout ce qui était lac de barrage. C'est vraiment une différence avec un... Ce sont des pisciculteurs spécifiques. Alors, pour travailler sur un lac de barrage, donc c'est un domaine public, type lac EDF, alors je peux en parler parce que j'ai travaillé dessus, il faut être habilité en tant que pêcheur professionnel. Quelqu'un qui n'est pas pêcheur professionnel n'est pas autorisé à acheter du poisson qui sort des plans d'eau publics. Donc, lors des vidanges, par exemple, de Vassivière ou alors de Saint-Flour, donc c'était 95 et 97, donc des barrages qui font plus de 1000 hectares, on était associé avec un pêcheur professionnel et nous, on intervenait on était payé par les fédérations pour intervenir pour éviter la casse de poissons. C'est-à-dire qu'on pêchait en été, pour pouvoir vérifier les structures, et pour qu'ils puissent vérifier les structures à sec du barrage, l'intérieur et tout ça. Et donc nous, notre boulot, c'était d'éviter qu'il y ait un manque d'oxygène, donc de capturer le poisson avant qu'il meure, de le commercialiser mort, parce qu'on était en plein été, et puis la plupart du temps, c'est les carnassiers. Et après, l'argent que ça générait nous permettait de réapprovisionner les plans d'eau quand ils étaient pleins. Donc ça, c'est une activité qui est à part. Pourquoi une pêche d'été? Parce que à cause des arrivées d'eau. À cause des arrivées d'eau, parce que normalement c'est l'hiver où c'est le plus... Oui, mais quand tous les barrages sont sur des rivières. Ouais. Donc c'est des barrages hydrauliques qui servent des intrants d'eau pour faire de l'électricité. Donc il faut se servir de la période d'étiage où il y a très très peu d'eau qui arrive dans le barrage pour pouvoir le vidanger et gérer les arrivées et les sorties. Parce que si on le fait pendant qu'il y a des crues, il est impossible de vider. On ne peut pas vider et en plus on amène tous les problèmes au niveau des turbines. Donc on fait des vidanges en été parce que justement il y a très très peu d'arrivées d'eau. Mais ça fragilise le poisson l'été. Ah ben oui, évidemment.
Évidemment, le problème, c'est le risque. Alors, jusque dans les années 90, on va dire que EDF ne prenait pas forcément la mesure des données écologiques, et puis il fallait le faire, c'est la loi qui l'imposait, donc on vidangeait, et puis s'il y avait une case de poissons, c'est les fédérations qui se débrouillaient derrière. C'était pas leur problème. Et voilà, c'était pas leur problème. On peut pas dire que c'était pas leur problème, mais tout le monde leur mettait sur le dos, c'était de la faute d'EDF, bon, la rivière était détruite et tout. Voilà, c'était ça. À partir des années 93-94, nous, quand on a travaillé, il y a des pêcheurs professionnels qui ont commencé à s'intéresser vraiment à ce phénomène, et il y a eu quand même des montées un petit peu on va dire de prise de conscience au niveau d'EDF, et donc il y avait des cellules qui étaient spécialisées sur justement la gestion des pêches et des réunions de préparation avant les plans d'eau. À Vassivière et à Saint-Flour, pour avoir participé, je peux parler de ça, il y avait des réunions avec les fédérations concernées, les locaux, EDF évidemment, et c'est EDF qui payait la totalité des prestations de services aux pêcheurs professionnels. Et donc nous, en tant que pisciculteurs, on s'était associés aux pêcheurs professionnels parce que lui avait le droit de travailler, pas nous, et ça nous permettait aussi de capturer du poisson vivant quand c'était possible et de le transférer dans d'autres lacs. Donc plutôt que d'avoir à récupérer du poisson mort, si on avait la possibilité, mais on s'adaptait au jour le jour, si on avait la possibilité d'intervenir sur quelque chose de travailler du poisson vivant, on le faisait. Mais c'était très très compliqué parce qu'on a souvent affaire à des barrages qui sont très profonds, avec aussi beaucoup de bois qui est resté au fond donc pour passer un coup de filet à l'intérieur, c'est très très compliqué. Mais bon, les espèces qui étaient très sensibles à ces problèmes-là, on est principalement sur des espèces comme les carnassiers, les percidés principalement. Donc c'est clair que plutôt que de perdre 4-5 tonnes de cendres parce qu'il y a eu un clash d'oxygène au petit matin, il valait mieux les attraper pendant qu'ils avaient une valeur marchande. Et puis ça nous permettait aussi de faire un point sur la biologie et l'écosystème du plan d'eau et de ramener du poisson en fonction de ce qu'on avait vu et des résultats de la pêche, quoi. Donc par rapport à ça, c'est la raison pour laquelle un pêcheur professionnel, lui, peut intervenir et pas nous. Tout à fait. Je dirais que la plus grosse des bêtises à faire quand si vous voulez ouvrir un centre de pêche, la plus grosse des bêtises à faire, c'est de ne pas savoir ce que vous avez dans votre plan d'eau. Parce que dans la plupart alors il y a des étangs où on peut le faire, sur ce qu'on appelle vraiment des étangs, et il y a des gravières après où c'est impossible de le faire, et là on est obligé de vivre avec une population qui est déjà existante, sauf que on peut très bien avoir des populations de poissons qui sont pas du tout intéressants, comme ce qu'on appelle nous des carpes cordées, c'est-à-dire des poissons qui sont là depuis très très longtemps, qui ont une mauvaise qui n'ont pas forcément une mauvaise génétique, mais qui ont été trop concentrés quand ils étaient jeunes et qui n'ont plus de pouvoir de croissance. Donc on peut très bien avoir des carpes qui ont 20 ans et qui pèsent 3 kg, et celles-ci, vous pouvez leur donner n'importe quel produit très très riche, elles ne profiteront plus. Et à côté de ça, vous pouvez avoir des populations de poissons qui sont tout à fait correctes. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de faire un point sur ce que vous avez dans l'étang. Donc ça c'est la première chose, c'est primordial de savoir ce qu'il y a dans l'étang. Donc pour ça il faut faire une vidange. On va dire qu'un étang ça fonctionne exactement comme une terre. Vous avez besoin de calcium et vous avez besoin de matière organique. Donc le calcium, la chaux vive, c'est à 94 à 95% de calcium pur, plus de l'oxygène. Donc c'est la formule CaO. Donc en apportant du calcium au printemps, dans l'eau directement, vous pouvez le faire aussi sur un à sec, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Donc quand on la met au mois de mars-avril, elle est active tout de suite. Vous allez brûler votre matière organique, donc aider à décomposer toutes les feuilles qui sont tombées dans l'eau, les plantes qui n'ont pas fini de se désagréger, et vous allez libérer les sels minéraux. Le calcium libéré par la chaux, plus les sels minéraux, plus du soleil et de l'eau vont vous créer du phytoplancton. Donc vous avez une dégradation de votre vase déjà, donc la vase, pas minérale, mais la vase organique, vous allez remettre les éléments et les nutriments dans l'eau, donc ça va créer du phytoplancton. Et après, on introduit ce qu'on appelle des fumures,
enfin donc de la fiente de volaille déshydratée, vous pouvez mettre du lisier, vous pouvez mettre du fumier de vache, du fumier de chevaux. Bon, le mouton et la chèvre, c'est pas terrible, mais donc ces produits-là vont vous amener de la matière organique facilement décomposée, qui eux vont vous créer du zooplancton. Le zooplancton se nourrit de phytoplancton, et le zooplancton est mangé par les poissons. Donc en fait, ce qu'on fait en apportant de la chaux et du fumier dans les bonnes proportions, et suivant les temps, vous allez créer le début de la chaîne alimentaire. Donc vous allez doper votre milieu naturel. Il n'y a rien de mieux que la nourriture naturelle dans un plan d'eau. Donc c'est pour ça qu'il est important de gérer sa qualité d'eau dès le démarrage du printemps. Si vous avez des eaux qui sont très très claires au démarrage au printemps, c'est pas bon, parce que vous allez favoriser la croissance de toutes les algues, comme on a eu l'année dernière par exemple, avec un printemps qui a été très très chaud, de bonne heure, et des bactéries dans la vase qui n'étaient pas suffisamment réveillées tôt, et donc c'est les plantes qui ont pris le dessus, et la plupart du temps, on a des plans d'eau qui ont été envahis d'herbiers beaucoup plus tôt dans l'année, et de façon beaucoup plus importante, parce que le soleil avait travaillé le sédiment pour faire pousser les vases, les algues. Donc ça c'est important. Et on ajoute aussi de temps en temps, donc le but du jeu sur un étang de production, mais aussi sur un étang pour la pêche à la carpe, c'est d'avoir une eau qui est trouble. Quand vous avez une eau qui est trouble, va vous indiquer après il faut prendre une bouteille en plastique, vous renversez votre bouteille en plastique dans 50 cm d'eau, à 50 cm de profondeur, et puis vous regardez si ce qui fait la couleur de l'eau, c'est simplement du sédiment qui va venir se mettre au fond de votre bouteille, ou si vous allez observer plein de petits zooplanctons qui en fait vous donnent cette eau un peu légèrement brunâtre. Et donc à partir du moment où vous avez eu du zooplancton, vous avez un étang qui est riche. Et le tout, c'est d'arriver à garder tout au long de l'année cette nourriture naturelle qui va évoluer, qui va vous faire les vers de vase, qui va nourrir l'ensemble du... Qui va créer toute la richesse. La vie. Exactement. Et donc si vous avez un plan d'eau qui est bien géré au niveau de ça, après, vous avez vos gros poissons, ils ont des apports de nourriture, de plein de types de nourriture et tout ça. Et là, il n'y a pas de problème. Les bouillettes, les pelettes, tout ce qu'on peut amener dans un étang pour la pêche à la carpe. Et là, vous allez continuer à faire grossir vos poissons. Mais c'est important. Après, il est très important aussi de bien démarrer le printemps, parce que le poisson, c'est pas équilaterne, donc c'est comme les serpents, c'est un animal à sang froid. Il vit sur ses réserves pendant toute la période hivernale. Dans l'hiver, vous avez des épisodes de nourriture des poissons qui sont très très faibles. Et donc il faut au printemps, dès que les températures commencent à remonter un petit peu, quand on est en température montante, le poisson a tellement il a vécu sur ses réserves de graisse, donc il n'a pas pris assez de vitamines, il a un manque de protéines, il a maigri, donc il est important pour redémarrer le plan d'eau et le poisson dans des bonnes conditions, tant que la température est en dessous de 16 degrés, parce que c'est là où on a les plus gros risques sanitaires, de pathologie, il est important de ramener de la nourriture de bonne qualité à ces poissons-là, pour que tout de suite ils réincorporent des vitamines, des protéines, et qui commencent à réveiller le système, le foie et tout ça, pour reproduire de la chair, pour qu'il commence à reprendre sa croissance. Il n'y a rien de pire que d'affamer des poissons l'hiver. Quand vous avez des coups de casse suite à des empoisonnements et tout ça, c'est souvent que les poissons sont restés trop longtemps dans des bassins. C'est des poissons sauvages, donc vous les faites maigrir prématurément, vous les introduisez dans un nouveau plan d'eau, il faut qu'ils s'habituent et tout ça. Donc le stress génère une perte de poids et favorise le développement des bactéries. La plupart des maladies de la carpe c'est des maladies endémiques, c'est-à-dire que c'est déjà présent dans la carpe. Et ça attend le moment opportun où le poisson il va être le plus faible pour se développer et pour entraîner la mortalité de vos poissons. Donc si vous créez au début, si vous démarrez très bien dès le mois de février, en fonction de la zone géographique où vous êtes en France et de la température, si vous créez les bonnes conditions pour que votre poisson
se réveillent bien, sortent bien de la torpeur de l'hiver, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de maladie. Vous pouvez perdre quelques poissons, mais là, vous allez très bien gérer votre chose. Et c'est aussi valable pour les brochets, pour les cendres, pour les blancs, c'est un petit peu différent. La carpe a quelques virus comme la VPC, donc la virémie printanière de la carpe, qui est vraiment présente en elle et qui fait que l'hiver, sorti au printemps, si on a des printemps avec des courbes de température, ça monte, donc les poissons se réveillent, veulent manger, d'un seul coup ça descend, et donc ça les fait tomber un petit peu en léthargie. C'est là où c'est le plus dangereux. Le gardon, lui, il est capable de manger à peu près toute la journée, toute l'année. La tanche, c'est à peu près pareil, on va sortir comme elle bouge beaucoup moins l'hiver, elle va moins se dépenser. Le cendre et le brochet, les carnassiers, eux, ils bouffent à longueur d'année, même s'ils digèrent plus lentement l'hiver, mais eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. Quand on trouve des carnassiers qui meurent au printemps, par exemple les brochets, c'est logique, c'est parce que ça nous indique qu'ils ont fait leur boulot de reproduction. Ils sont reproduits, les brochets, voilà, on trouve des cadavres. Donc voilà, il suffit de donner un coup de couteau pour voir si le ventre est vide d'œufs. Mais la plupart du temps, c'est les mâles qui sont attaqués entre eux. Et les femelles essaient de les bouffer. Et ça entraîne des blessures. Et puis comme on est sur de l'eau qui se réchauffe avec beaucoup de bactéries, on a plus de risques d'infection au fur et à mesure. D'accord. Donc la carpe, il y a quelques légers, il y a quelques points qui sont importants et il faut vraiment faire attention. Alors, il ne faut pas non plus apporter trop de nourriture riche, parce que si vous avez, il y a des aliments spéciaux pour la carpe qui existent. On ne donne pas de l'aliment de truite à de la carpe, vous allez leur détruire le foie. Il y a 5 fois trop de lipides. On ne met pas du granulé de cochon pour la carpe, parce que vous avez 15 ou 20 fois plus de cuivre, et la carpe en a pas besoin, mais au bout du compte, vous créez une pollution dans votre étang, parce que c'est un métal. Donc il y a des aliments qui existent, il faut savoir, le tout est de savoir bien les doser, et ça c'est le professionnel qui vous le dira, parce que si vous donnez trop même d'aliments à carpe à des poissons, et en trop grande quantité au début, vous avez toujours des poissons qui vont être boulimiques, comme pour l'homme, hein, ils vont trop manger d'un seul coup, et puis après vous avez une baisse de température, et là la digestion ne peut pas se faire. Et là le foie lui se bloque, et puis après vous pouvez avoir de la mortalité sur certains individus, parce qu'ils ont trop mangé d'un seul coup, et que le foie lui derrière n'a pas supporté. Que la nourriture n'était pas appropriée à leur équilibre la alimentaire. Quantité de nourriture. La quantité. Voilà. La quantité de nourriture ou la qualité de nourriture. Donc il faut faire très très attention. Derrière cela, est-ce qu'il y a vraiment un réel équilibre à avoir dans un plan d'eau, c'est-à-dire en répartition, on va dire, poisson blanc, les carpes, tout ce qui est les cyprinidés, et le carnassier? Est-ce que ça a une réelle importance? Tout à fait. Si vous mettez, vous prenez n'importe quel étang, vous mettez simplement des carpes à l'intérieur, au bout de 3 ans, votre croissance va être complètement arrêtée. Si vous n'avez pas de carnassier et pas de blanc. Parce que vous allez avoir une reproduction de tous ces gros poissons. Et donc vous allez avoir une multiplication des individus, mais même si vous leur amenez à manger, l'écosystème et la capacité de l'écosystème à supporter la population d'une seule variété va être c'est trop important. Donc il y aura forcément soit un clash, donc vous allez mourir, quelque chose va mourir, ou vous allez avoir une croissance zéro sur tout, et principalement sur les gros spécimens. Parce qu'une fois qu'elles vont se reproduire, elles vont faire des petits, il y aura la même quantité de nourriture, même un peu plus. Donc la première année, ça peut aller, mais la deuxième année, elles vont encore se reproduire. Ça va faire une nouvelle génération de poissons, donc plus de compétition alimentaire. Et les grosses carpes ont plus tendance à laisser manger les petites, pour qu'elles profitent, et après elles se retrouvent en compétition avec des poissons qui commencent à grossir et qui arrivent sur la nourriture en grand banc, et donc là il n'y a plus de problème. Et puis bon, après on va rentrer dans un autre système où elles vont consommer leurs œufs, et elles commencent à avoir une habitude alimentaire qui se dégrade, et la croissance sera complètement bloquée, et on perdra tout pouvoir de croissance derrière. Donc ça, il est clair que c'est très important. On parle vraiment dans le cadre où le poisson se nourrit naturellement. Mais même naturellement ou sur un centre de pêche. Vous prenez, alors il y a un étang, bon je vais pas le citer, mais vous avez un étang qui est, je connais un étang de 40 hectares,
où c'est un centre de pêche sportive. Les premières années, ils n'avaient pas mis assez de carnassiers à l'intérieur pour faire la régulation des petites carpes, et ils nourrissaient. Ils nourrissaient pour que les grosses carpes profitent. Donc les grosses carpes profitaient moins qu'elles auraient dû, mais en plus ils avaient fait l'erreur de nourrir avec un granulé qui fond dans l'eau, pas cher, donc un granulé pressé, et qui nourrit la totalité des petits poissons. Donc dès que vous mettez votre granulé, il devient de la soupe, ou alors il est de petit diamètre, même si c'est des pelettes, il est de petit diamètre. Donc les petits poissons arrivent, nettoient le truc, les grosses carpes arrivent, elles ont que des miettes à manger, et le problème c'est que vous faites pousser en priorité vos petits poissons, et tous les 2 ans, quand ils vidangeaient, ils avaient 10 tonnes de carpes de 1,5 kg à 2 kg. Donc si vous veniez à la pêche juste avant la vidange, pour une carpe de plus de 10 kg attrapée, vous en attrapiez peut-être 5 ou 6 dans la nuit qui faisaient 1,5 kg, 2 kg. Donc il y avait une forte croissance sur les petits poissons, mais pas sur les grosses. Parce que le nombre faisait qu'il y avait beaucoup plus de petits poissons que des grosses. Donc il est important de respecter, il y a des règles à respecter. Il faut respecter la quantité de poissons que vous mettez à peu près à l'hectare, par rapport à votre volume d'eau, par rapport au type de l'étang que c'est, à la qualité de l'eau. Est-ce qu'il y a des arrivées d'eau ou pas? Est-ce qu'il va beaucoup baisser dans l'hiver, dans l'été ou pas? Il faut mettre des carnassiers, parce que si vous ne mettez pas de carnassiers, il n'y aura rien du tout, à part les cormorans qui vont venir vous manger les petites carpes. Donc il faut limiter la compétition alimentaire en utilisant les ressources qu'on a, donc les autres poissons. Et puis il faut un peu de blanc, parce que si vous mettez, imaginez que vous mettez des carpes et des brochets, parce que c'est principalement le brochet qui va faire la régulation de la carpe. Le cendre, non? Non, le cendre beaucoup moins, parce que la taille de la bouche du cendre ne lui permet pas d'avaler des carpes pendant très longtemps. Et alors les feuilles de carpe, quand elles sont en alevin, elles passent leur temps à tourner autour du plan d'eau, et elles passent devant tous les postes à brocher, et les petits brochets même suivent les bancs de carpe. Donc quand vous avez des étangs que vous vidangez, des étangs lambda que vous vidangez, vous dites c'est marrant, il y a des carpes, j'ai des brochets, j'ai du gardon, mais j'ai pas de petites carpes. C'est normal, le premier boulot que les brochets font, c'est bouffer les petites carpes. Donc les carpes se reproduisent, mais les brochets, le premier alevin qu'ils vont manger dans un étang, c'est principalement ça. Donc c'est pour ça qu'on a très très peu de petites carpes quand on a une population qui est normale. Donc si on respecte ça, pour en revenir, si on met des brochets et des carpes, mais qu'il n'y a rien entre les deux, les brochets vont être obligés d'attendre que les carpes se reproduisent avant de pouvoir manger. Donc il faut mettre aussi un petit peu de gardon. Et l'autre intérêt d'avoir quelques autres cyprinidés, alors je parle vraiment du gardon et du rotang, parce que si vous mettez de la brème et tout, ça importe d'autres problèmes, mais le gardon et le rotang vont manger les restes que les carpes ne vont pas vouloir. Donc vous valorisez aussi cette nourriture-là, vous la transformez en kilos de poisson, et quand vous vidangez votre plan d'eau, ça a une valeur. Et ça vous permet aussi d'éviter d'avoir de la nourriture qui pourrit au fond de l'eau. Donc des problèmes d'acidité, de fermentation, de développement de bactéries et tout ça. Ouais, le cendre, il y a combien d'années maintenant qu'il est introduit en France? Oula, on était dans les années 60, quelque chose comme ça. Oui, 60 à peu près, parce que bon, l'explosion, ou 55-60, parce que l'explosion du cendre, qu'on entend parler les anciens, ils se sont amusés entre 70 et 80, il y en avait partout, ils se prenaient facilement dans nos rivières, c'était très intéressant. Maintenant, pour d'autres problèmes, on en a beaucoup moins. Il est vrai que le cendre est un poisson qui vit en banc, qui vit plutôt au fond des étangs, donc qui se croise régulièrement avec la carpe. Mais bon, c'est un complément. Ils vivent bien ensemble, ces deux poissons-là. Il n'y a pas de, entre guillemets, de guéguerre au fond de l'eau. Autant c'est que la carpe et la brème, c'est... Oui, non, parce que c'est pas le même régime alimentaire. Ouais. Et puis, si vous prenez même avec les autres carnassiers, le cendre va très bien s'entendre avec la perche et le black bass. Donc, dans le cadre du black bass, le black bass et le cendre sont tous les deux nidificateurs. Donc, ils protègent leur nid. Ils vont empêcher les autres carnassiers les autres poissons de venir manger les œufs. Donc ils vont protéger leur nid jusqu'à la naissance. Dans le cas du black bass, ça va même un petit peu au-delà parce qu'il est capable de garder les alevins dans la bouche en cas de danger. Bon, des fois il l'avale, mais voilà. Après vous avez le cendre, lui, donc va protéger son nid aussi. C'est principalement les mâles
enfin c'est toujours les mâles qui restent sur le nid, et une fois que les œufs sont éclos, ils regagnent les profondeurs. Donc c'est pour ça qu'on a des populations qui ont tendance à bien s'agrandir. Mais en dehors de ça, l'alimentation du sandre est complètement différente. On a affaire à un carnassier et la carpe ne l'est pas. Alors elle est omnivore parce qu'elle est capable de tout manger, mais on n'a pas de compétition, donc on a des poissons qui cohabitent tout à fait bien. D'accord. Le black bass a eu une incidence sur l'écosystème sur un plan d'eau? Non. Aucune? Aucune. On ne peut pas le mettre avec le brochet. Parce que le brochet, lui, n'est pas nidificateur, mais il vit exactement à la même zone. Et sur la même zone. Et donc, on sait très bien qu'un black bass qui fait 500 grammes, qui protège son nid, si un brochet de 3 kg passe devant, le black bass va foncer dessus, va l'attaquer pour défendre son nid. Et bon, le brochet se retourne, il en fait qu'une bouchée, quoi. Donc, on a des problèmes de compétition alimentaire entre carnassiers. Alors, le silure, c'est encore un autre problème. On a des problèmes avec ça, mais derrière, sur des grands plans d'eau, vous pouvez faire cohabiter plusieurs sortes de carnassiers. Après, ça dépend du résultat que vous souhaitez. Faut pas faire une production de... Vous pouvez pas faire une production de black bass si vous avez beaucoup de brochets dans le plan d'eau. Vous pouvez pas faire une production de cendres également sur des plans d'eau moyens qui n'ont pas vraiment des zones peu profondes et profondes si vous avez une trop grosse population de brochets aussi. Les plus petits seront mangés par les plus forts. Toujours, comme c'est la règle de toute façon. Ouais. Dans le cadre du silure, sur les rivières, il y a une compétition qui est encore beaucoup plus grande. Ça fait bouger le cendre. Enfin, les postes ne sont plus les mêmes parce que le silure vit au fond sur les mêmes postes que la carpe. Donc ils arrivent même à déranger les carpes. Lui, il peut manger n'importe quoi. Il n'est pas que carnassier. Et là, ça a eu beaucoup plus d'incidence. Et le problème, donc, c'est si vous avez un silure de 1,80 m, il y a un cendre de 2 kg qui passe devant. Pour lui, c'est une provocation, il va l'attaquer. Le silure donc, a été introduit en France il y a quelques années maintenant. Est-ce qu'il a eu vraiment une modification de l'écosystème, que ce soit en rivière, en lac de barrage? Complètement. Parce qu'on a vraiment des réels défenseurs du silure, mais c'est plus propre à la pêche. Est-ce qu'il faut que je donne mon avis personnel? On va pas faire la guerre non plus. Non, mais pour moi, voilà, enfin bon, je connais. On va parler en tant que professionnel. On parle pas de l'être humain qui aime, l'être qui aime la pêche. On va parler de pêche sportive, où on parle de carpe, de brochet, de cendre, tout. Là, on va parler du silure, sa vie qu'il a aujourd'hui et quel impact il peut avoir sur l'écosystème. Bon, le silure est originaire des grands fleuves de l'Est de l'Europe. J'ai des clients qui ont des sociétés qui font de la pêche tourisme à l'extérieur et donc dans ces pays-là. Quand on leur pose la question, ils disent c'est simple, le silure là-bas, il est régulé parce qu'il a un prédateur, l'homme. L'homme et le silure lui-même d'ailleurs. Mais l'homme, quand il prend, alors peut-être un peu moins maintenant, mais quand il prend un silure, il ne le remet pas à l'eau, il le mange. Donc il y a un prédateur. Comme pour le cendre, comme pour le brochet, enfin comme pour les autres. Mais voilà le prédateur du silure. Si vous avez une espèce dans le monde animal qui n'a pas de prédateur, vous avez un problème. Alors, donc eux ils disaient, voilà, quand vous prenez un Roumain ou alors dans le delta du Danube, quelqu'un qui va à la pêche, c'est parce qu'une fois qu'il a pris un silure de 2 mètres, il l'emmène sur le marché, il le débite et il le vend comme ça. Donc bon, c'est très bien, les asiatiques, ça marche pareil pour tous les types de poissons. Après, quand je dis que le silure est aussi son propre prédateur, c'est que si vous observez un peu le silure dans la nature, et bon, je vais citer son nom parce qu'on en a beaucoup parlé, on en a parlé avec Michael Le Pourceau, qui lui forme des guides de pêche, on se rend compte que dans les rivières, où les gros silures, quand ils sont pêchés sportivement, ils sont remis à l'eau, la population de silures est maîtrisée et on a le retour des brochets et tout ça. Si vous prenez toutes les rivières où la population de silures, où on tue les gros et on laisse les petits, on a des populations de silures qui continuent d'évoluer et le retour à un équilibre entre toutes les espèces va être beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un silure, ça vit de façon pyramidale. Quand vous les regardez dans les grands aquariums en Europe, vous avez les gros qui sont au centre et tous les petits qui dorment autour. Donc, le silure, c'est feignant, c'est comme tous les poissons. Si ça peut manger un poisson de 1 kg qui va lui passer... Quand il a faim, si un petit silure va passer devant, il va le manger.
Et on a une régulation qui se fait aussi comme ça. Après, vous avez... imaginez que qu'un pêcheur vienne prendre le plus gros spécimen de ce nid-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclencher une compétition alimentaire une compétition de territoire dans votre pyramide de classe d'âge. Et donc, comme il va y avoir des individus qui auront le même poids et la même force, en fait, vous allez éclater le nid en plein de petits nids. Et ces nids-là vont se reproduire et vont créer d'autres pyramides comme ça. Donc, le conseil que je pourrais donner, personnellement, il est vrai qu'il serait plus intéressant de laisser les gros silures en place et de contrôler les petits. Pas forcément de les jeter sur les berges, mais c'est vrai qu'il faudrait arriver à ça si vous voulez, si on veut arriver à un retour des autres espèces, à un écosystème qui va se rééquilibrer. Je pense qu'on a créé un déséquilibre en introduisant le silure. Il ne serait pas illogique que l'homme aide de nouveau les autres espèces à trouver leur équilibre en supprimant les petits. On a un autre facteur aussi qui est aggravant, c'était la présence des cormorans. Les cormorans, moi en tant que pisciculteur, je sais très bien que depuis 1995, notre production est divisée par 2. Donc tant qu'il n'y aura rien qui sera fait au niveau de l'Europe et qu'il n'y aura pas une régulation de cette espèce-là, qui est un oiseau marin, qui n'a rien à faire dans nos terres, on aura des problèmes dans les rivières. Les présidents d'APP jettent entre guillemets de l'argent par les fenêtres à mettre du poisson dans les rivières, parce que d'un côté on nourrit les silures sur des grandes rivières ou les cormorans. Donc quand vous parlez avec la plupart des présidents, ils sont désabusés, et les pêcheurs d'une manière générale. Donc c'est pas facile. C'est un problème qui n'est pas facile. Pour moi, l'homme a ramené énormément d'espèces qui n'avaient rien à faire dans nos eaux. Et je reste persuadé que le silure a entre autres été ramené par des gens qui voulaient créer une nouvelle dynamique de la pêche, parce que ça engendre commercialement de la vente de matériel, des choses comme ça. Je sais comment ça s'est passé, parce que j'étais là quand ça s'est passé et j'ai vu faire les gens. Et au bout du compte, on a créé un déséquilibre qu'on n'est pas capable de maîtriser maintenant, ou très très difficilement. Et tout ça pour faire plaisir à quelques personnes. Donc maintenant je ne suis pas capable de dire dans 10 ans si j'aurais exactement le même avis que maintenant. Mais pour moi ça a été une erreur d'introduire un prédateur qui, en France, n'a pas de prédateur. Oui, il est sur la plus haute marche. Voilà. Et vous prenez n'importe quel, dans l'historique de la Terre, quand une espèce n'a pas de prédateur, elle pullule. L'homme, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, c'est l'homme, on voit le cormoran, il a très peu de prédateurs, et c'est exactement pareil. Les plantes invasives. Là, c'est un autre problème qui est lié avec... il y a plusieurs facteurs. Donc, en cause, principalement, je dirais l'aquariophilie. Et toutes ces grandes enseignes qui ont vendu à tort et à travers des petites plantes, ne sachant pas maîtriser les impacts à droite et à gauche, ce que ça allait faire quand ça allait être mis par les acheteurs finaux dans la nature, parce qu'il y en avait trop dans les bassins. Donc résultat des courses, on se retrouve aujourd'hui avec tout un tas de plantes, et on n'est qu'au début du problème. Prenez la jussie, on en voit partout maintenant pratiquement. Vous prenez les élodées, on prend le myriophile du Brésil, donc il y a avec sa petite plante qui ressort de l'eau, qui est très très vert fluo, qui est typique. Et tout ça, c'est des espèces que les amours blancs ne mangent pas. On a un autre problème qui à mon point de vue, est encore plus dramatique. C'est que jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, en aquaculture, on avait quelques produits chimiques, certes, mais qui étaient autorisés, avec des molécules qui étaient utilisées par les agriculteurs. Ces molécules-là, dans l'aquaculture, on les utilisait à des pourcentages infimes par rapport à ce qui était utilisé en agriculture. C'était l'ordre de 10%. Mais on pouvait traiter un plan d'eau qui était envahi d'herbiers, et on allait, et sans atteindre
les invertébrés enfin la nourriture des poissons et les poissons. Donc on pouvait traiter uniquement la partie plante. Donc ça nous permettait de réguler. Ça maintenant, c'est interdit. Les molécules ont été interdites pour l'agriculture, donc comme elles sont interdites pour l'agriculture, on n'en a plus non plus pour l'aquaculture. Donc là, on se retrouve avec un gros problème. C'est qu'une fois que les plantes sont installées, à part un moyen mécanique ou manuel, il n'y a pas d'autre moyen. Après, on avait le problème des amours blancs. Donc les amours blancs, c'est une carpe herbivore qui ne mange que de la végétation. Alors elle a un intérêt sportif parce qu'on arrive à les prendre à la ligne, et c'est toujours très combatif pour les gros spécimens. Donc ces amours blancs, nous, étaient autorisés en eau close. Attention, interdiction de les mettre dans des rivières. C'est un poisson qui ne peut pas se reproduire en France. Je voudrais qu'on me prouve que ça s'est bien reproduit dans tel et tel endroit. Il faut arrêter, ça n'est pas possible. La biologie de ce poisson-là, c'est 30 degrés pendant 10 jours pour la maturation sexuelle et 30 degrés après la reproduction pour l'éclosion des larves et qu'elles puissent être vivantes. On n'a pas de rivière en France ou des temps en France où on a ces températures-là. Ou alors derrière, il y a un gros coup de casse. Donc le réchauffement climatique, non, là l'amour blanc c'est pas faisable. Si on en a beaucoup dans les pays de l'Est, qui sont des pays froids, c'est parce que les Hongrois avaient des écloseries, on en a beaucoup créé et on maîtrisait les invasions d'herbes par rapport à ça. Chez nous, c'est pas possible. Mais depuis, je crois que c'était du temps de M. Borloo à l'environnement, il y a quelqu'un à Paris, dans son beau fauteuil en cuir, qui a décidé qu'il y avait un risque de reproduction et qui a interdit la commercialisation des amours blancs. Donc au jour d'aujourd'hui, nous, pisciculteurs, normalement, on ne devrait plus en avoir. Plus ou moins respecté en fonction des régions. Si vous êtes sur la Bretagne, les gardes vous verbaliseront si vous avez si vous avez des amours blancs dans votre plan d'eau, il faudra les tuer. Et nous, le pisciculteur peut pas les vendre ou les transporter vivants, c'est simple. Après, nous, dans notre région, non, pour l'instant, on n'est pas trop embêtés. Mais la loi est là. Mais c'est pas nuisible. Oui, mais ça, c'est parti de quelqu'un qui est dans son beau fauteuil en cuir et qui a jamais mis les pieds sur un terrain au bord de l'eau pour savoir le pourquoi du comment. On a un lobby écologiste de gens qui vivent en ville, mais qui ne connaissent pas la nature, vraiment. Voilà, on fait des grandes réunions et puis on parle des grandes idées de ce qu'on peut faire et on ne réfléchit pas plus loin sur ce que ça va apporter ou ne pas apporter au milieu. Et donc actuellement, on a énormément de plans d'eau qui se retrouvent complètement envahis de plein d'espèces d'herbes, mais pas forcément que des herbes invasives comme celle-ci. On a des plans d'eau où il y a beaucoup de myriophiles normaux que les amours blancs pourraient gérer et tout ça. Et donc le seul moyen, ce serait de passer des machines à l'intérieur des plans d'eau. Alors là, bonjour, c'est encore beaucoup plus dévastateur pour l'écosystème. Donc même à la rigueur... Personnellement, je trouve que l'utilisation dans certains cas de produits chimiques était plus responsable que de laisser faire la nature. C'est vraiment ciblé. Oui, parce que vous cibliez des zones. Mais là maintenant, c'est plus possible. Et on voyait, vous ne traitiez pas l'ensemble du plan d'eau, mais vous traitiez des parties. Parce que faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous avez trop d'herbiers, vous avez la photosynthèse, vous créez, comme les arbres, les herbiers, les algues fonctionnent exactement pareil. La photosynthèse, vous créez de l'oxygène par déchets. Donc, c'est-à-dire que dans l'eau, pendant la journée, comme il y a du soleil, vous avez une production d'oxygène. Vous arrivez à la fin de la journée, vous avez un taux de saturation qui est très important au niveau de l'oxygène. Mais quand vous êtes à la fin de la nuit, c'est l'inversement du cycle. Et donc, on passe en cycle de ce qu'on appelle de Krebs, et au bout du compte, comme il n'y a pas de soleil, l'oxygène est consommé par les plantes et on dégage du CO2.
Il suffit que vous ayez, dans certains cas, la consommation d'oxygène par les plantes, plus un orage qui arrive, baisse de la pression atmosphérique et tout un tas de facteurs physico-chimiques liés à la température, au pH, à la présence de calcium ou non, à plein de choses comme ça, fait que vous allez avoir un clash d'oxygène. Et donc les variations du taux d'oxygène dues à la non-maîtrise de ces plantes aquatiques amènent tous les ans de nombreux plans d'eau à avoir des gros problèmes de mortalité.